Bien, bonjour les premières, content de vous retrouver pour la suite pardon, de notre cours de géographie sur la recomposition des espaces productifs à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle française. Et nous sommes donc toujours dans le grand 4, les espaces et les acteurs de la production en France. Et nous étions plus précisément dans le petit 2, intégration et adaptation du système productif français aux échelles européennes et mondiales. Et donc après avoir vu que notre système productif est intégré à l'échelle européenne du fait de l'appartenance de la France à l'Union européenne, eh bien nous allons voir dans un second point que les systèmes productifs français sont intégrés à l'échelle mondiale. Alors, comment cette intégration se fait? Eh bien, les entreprises françaises, elles cherchent à améliorer leur compétitivité, hein. C'est toujours ce sacro-saint principe d'amélioration de la compétitivité, être le plus compétitif à l'échelle européenne et mondiale. Et donc, elles cherchent à améliorer leur compétitivité, qu'il s'agisse de firmes transnationales, hein, donc de FTN, comme par exemple peut l'être Peugeot, Renault, Total, ou des petites et moyennes entreprises que l'on appelle des PME. Ces entreprises françaises vont investir, elles commercent, voire elles produisent de plus en plus à l'étranger. Et d'ailleurs, on peut s'intéresser à l'exemple d'une entreprise française, d'une firme transnationale française que vous connaissez tous, qui s'appelle Michelin, dont son siège est à Clermont-Ferrand, donc à 2 heures de route de Limoges, et qui est une entreprise entre internationalisation, puisque c'est une firme transnationale, donc elle a des filiales à l'étranger, et c'est une firme pardon, également qui a un fort ancrage local, puisque comme je viens de vous le dire, elle est ancrée localement à Clermont-Ferrand, où elle a notamment son siège social. Et donc justement, pour un peu approfondir cette question, vous pouvez aller à la page 159 de votre manuel et lire l'article de géoréférence, hein, justement, qui vous présente Michelin entre internationalisation et ancrage local. Et donc, c'est une très grande firme transnationale, puisqu'elle a 110 000 pardon, salariés à l'échelle mondiale, avec un territoire dans lequel l'entreprise est en train particulièrement de se développer, c'est bien évidemment la Chine, hein, du fait de son très important marché de consommation et aussi du fait qu'elle possède de très nombreuses usines qui permettent d'externaliser une partie de la production avec des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus intéressants qu'en Europe. Donc il y a une usine particulièrement importante à Shenzhen, hein, sur la façade littorale chinoise, qui a été ouverte en 1996 et qui, depuis, est la plus grande unité productive au monde pour Michelin. Euh, Comme il vous est dit dans cet article, hein, c'est initialement une stratégie de marché, car pour vendre en Chine, il est nécessaire de produire en Chine. C'est pour ça que Michelin installe son usine au plus près du bassin de consommation chinois. Mais c'est ce qui s'est produit dans un deuxième temps, progressivement. Eh bien, les produits fabriqués dans cette usine à Shenzhen, eh bien, vont être aussi exportés vers le reste du monde, ce qui va du coup accroître la concurrence entre les sites, hein, par exemple entre les sites Michelin qui sont situés en France et les sites Michelin qui peuvent être situés dans le reste du monde, comme par exemple la Chine. Notamment une concurrence qui va être à l'avantage, on va dire, des usines qui sont délocalisées, puisque elles sont souvent délocalisées dans des pays à bas salaire, euh, avec, euh, avec un nouvel horizon qui va donc s'ouvrir pour les anciens espaces industriels, hein, notamment les anciens espaces industriels du Nord, hein, comme ceux de l'Europe et notamment de la France, qui va dessiner, donc, comme il vous a dit dans l'article, plutôt une géographie des compétences et pas seulement une géographie des coûts. À l'image de nombreuses firmes transnationales, hein, les fonctions de recherche gardent un ancrage très fort en Europe et notamment en France, alors que les fonctions de production vont être plutôt délocalisées dans des pays du Sud. Euh, et l'innovation, justement, va être plutôt concentrée dans l'ancrage local, puisque l'innovation
et notamment ancré à Clermont-Ferrand. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un ancrage très local. Et on vous dit, pour finir cet article, que Michelin a, par exemple, participé à la création d'un pôle de compétitivité et à la création d'une école d'ingénieurs. Donc, c'est l'une des seules entreprises du CAC 40, comme on vous dit, à avoir maintenu son siège social en province. Et c'est intéressant parce que ben, vous êtes à Limoges, et à Limoges, il y a également une autre entreprise du CAC 40 qui est l'une des seules à avoir maintenu son siège social en province, c'est Legrand à Limoges. Donc, vous voyez, Michelin, c'est bien une entreprise entre internationalisation, beaucoup de délocalisation, une très grande usine en Chine, mais aussi un ancrage local avec des fonctions de recherche, d'innovation qui sont encore concentrées au niveau du siège social à Clermont. Alors, des entreprises étrangères hein, et surtout américaines et allemandes vont être implantées en France, hein. On peut penser à Google, par exemple, pour la France, ou bien, je sais pas, moi je pourrais dire des entreprises comme Amazon, des entreprises allemandes, hein. On pourrait penser à, je sais pas, des entreprises dans le domaine de l'automobile, par exemple Ford. Ford, ça c'est pour les États-Unis je sais pas, Mercedes ou Volkswagen, sont implantés en France, notamment bah, pour profiter d'un marché intérieur qui est important hein, au niveau européen, où nous avons le deuxième pays en termes de population, donc un marché intérieur important. Nous avons aussi des infrastructures de qualité, que ce soit au niveau des infrastructures de transport, des infrastructures commerciales. Nous avons également une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de personnes qui sont diplômées et qui ont donc des qualifications. Et c'est cette main-d'œuvre diplômée, qualifiée, eh bien évidemment, elle intéresse les entreprises et c'est un facteur qui va contribuer à leur installation. Donc en France, il y a environ 20 000 entreprises étrangères qui sont installées hein, et qui réalisent à peu près plus de un tiers de nos exportations et qui contribue au produit intérieur brut de la France, puisque dans le produit intérieur brut de la France, on compte également la production faite par les entreprises étrangères installées à l'intérieur de notre territoire, à la différence du produit national brut, qui est le produit des acteurs privés et publics uniquement français, qui sont présents à l'intérieur du territoire, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire si Total a des filiales dans le monde, eh bien, ces filiales dans le monde vont contribuer au produit national brut français. Bref. Cependant, les stocks d'investissement direct qu'on appelle de l'étranger, pardon, qu'on appelle les IDE, qui soient entrants dans notre territoire ou sortants, ont tendance à diminuer en raison notamment d'une baisse des investissements étrangers en France, mais aussi de ce qu'on appelle des relocalisations. Des relocalisations, c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment, notamment avec la pandémie du Covid, où on a vu qu'on était très dépendant des marchés internationaux, notamment par exemple dans la fabrication de masques ou de vaccins, et que du fait de l'interruption du commerce mondial, du fait de la pandémie, eh bien, on s'est retrouvé fort dépourvu quand l'épidémie est venue. Si ça ne vous rappelle pas une fable. Eh bien, ces relocalisations, c'est le fait notamment pour des entreprises de faire retourner des unités de production dans le pays d'origine d'une firme. C'est-à-dire que, par exemple, si reprends mon exemple de Michelin, eh bien, ils ont délocalisé en s'installant en Chine et on pourrait imaginer qu'ils se relocalisent, donc on parle de relocalisation, quand ils rapatrient une partie de leur production à l'étranger dans le pays originel plutôt de la FIAN, donc en France. Donc, du fait des relocalisations, eh bien, la France, forcément, investit moins à l'étranger, puisqu'il y a certains pans de la production qui vont revenir dans le territoire. Alors, avec de cette carte des espaces productifs français, hein, on voit qu'ils sont particulièrement inscrits dans les réseaux européens et mondiaux, hein. Ils sont particulièrement bien inscrits ben, parce qu'ils sont particulièrement bien connectés, hein, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Nous avons des infrastructures de qualité, hein, de nombreux axes terrestres, hein, un réseau autoroutier pardon, de qualité qui est en étoile autour de Paris, des aéroports internationaux concentrés autour de Paris, mais également présents à Nantes, à Nice, à Marseille, à Toulouse, Bordeaux, Lyon.
donc des grands aéroports internationaux, des lignes à grande vitesse, hein, les LGV, hein, que l'on voit ici, plusieurs zones industrielles portuaires, l'appartenance du nord-ouest de la France, de la Normandie, grosso modo, jusqu'à Dunkerque, à la Northern Range, la principale façade maritime européenne et la deuxième au monde, et puis plusieurs carrefours logistiques qui sont centrés autour des principales métropoles françaises et qui permettent donc à nos territoires d'être particulièrement bien connectés. Ce sont des territoires également ouverts aux échanges, hein, on voit ici avec une couleur à peu près saumon, hein, les régions qui sont les plus réceptives aux investissements directs de l'étranger, hein. On y retrouve le littoral aquitain, le littoral méditerranéen, la région du Grand Est et évidemment l'Île-de-France. Ce sont les régions de France où on trouve les principales agglomérations, hein, Paris, Lyon, Marseille, et aussi des régions particulièrement dynamiques, hein, les régions du littoral atlantique, des régions comme l'Occitanie avec Toulouse et son pôle d'aérospatial, les régions de Lyon avec notamment la chimie, la pharmacie. Donc ce sont des régions qui vont intéresser les investissements directs de l'étranger. Et les espaces français sont ouverts aux échanges, hein, notamment du fait de nos façades maritimes, hein, et de nos réseaux de ports, hein, que ce soit dans la Manche ou dans l'Atlantique, dans la Manche avec Le Havre et Dunkerque, l'Atlantique Saint-Nazaire, la mer Méditerranée avec la zone industrielle ou portuaire de Fos-sur-Mer et le port de Marseille. Et nous avons des métropoles, hein, qui sont ouvertes sur l'Europe et ouvertes sur le monde, hein, les plus grandes métropoles françaises que vous connaissez, Lille, Paris, Marseille, Lyon, on retrouve Toulouse, Bordeaux, ça vous rappellera le cours précédent qu'on avait fait sur la France, et des espaces de coopération transfrontalière, hein, je vous avais dit notamment dans le nord et l'est de la France, autour de Lille, Strasbourg et Lyon. Donc un espace français qui est très bien inscrit dans les réseaux européens et mondiaux. Alors ensuite, dernier point, nous allons voir que l'économie française a connu de nombreuses transformations, hein. En effet, hein, du fait de la mondialisation et de l'intégration dans l'Union européenne, hein, l'économie française a été transformée en une économie dite post-industrielle. Post-industrielle, c'est-à-dire une économie qui est marquée par ce qu'on appelle la désindustrialisation. Et c'est une économie également qui est marquée par la baisse des emplois agricoles. Pendant longtemps, la France, vous savez, ça a été une terre agricole, une terre où la majeure partie de la population travaillait dans l'agriculture. Et aujourd'hui, à peine 2% de la population travaille dans ce qu'on appelait le secteur primaire, c'est-à-dire les espaces productifs agricoles. Et non, moins de 10% des Français, ou à peine 10%, travaillent aujourd'hui dans l'industrie. Donc on peut parler véritablement d'économie post-industrielle car il y a de la désindustrialisation et une baisse des emplois agricoles. Alors la désindustrialisation, qu'est-ce que c'est? C'est la diminution tout simplement de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français et dans la part de l'emploi des actifs. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actifs qui travaillent dans l'industrie et que l'industrie représente une part de plus en plus minime de la richesse française. Dans les pays développés, comme la France, hein, cette désindustrialisation résulte d'un transfert de la partie fabrication des chaînes de valeur. Vous vous rappelez la chaîne de valeur de l'iPhone? Eh bien, tout ce qui est la partie fabrication, donc fabrication par exemple des composants, des pièces détachées d'un iPhone, d'une voiture, eh bien, elles ont été transférées vers des territoires plus compétitifs qui sont souvent localisés dans les pays du Sud. Donc, on parle de désindustrialisation. Nous sommes aujourd'hui dans une économie marquée par ce qu'on appelle la tertiarisation. Donc, vous avez la définition page 114. La tertiarisation, c'est une progression de la part des services dans la population active et dans le produit intérieur d'un État. Cette tertiarisation, elle est liée à de nombreux facteurs, hein. L'augmentation de la mécanisation agricole et industrielle avec la robotisation, donc on a besoin de moins en moins de main-d'œuvre, donc l'économie est de plus en plus tertiarisée. Elle est liée à l'évolution des modes de vie, hein. Nous sommes dans une société de consommation et des loisirs. Elle est liée également à des politiques publiques qui vont vers une intervention de l'État avec de nombreux organismes qui font appel à l'emploi de fonctionnaires, donc de personnes qui font partie du secteur tertiaire. Et cette tertiarisation, elle est également liée à l'importance des services dans les entreprises. Par exemple, tout ce qu'on appelle la recherche,
le marketing, ça contribue à la tertiarisation. Donc depuis les années 60, la part des actifs des secteurs primaires est passée de 30 à 2%, dans le secondaire de 34 à 18%, et dans le tertiaire, elle a progressé de 36 à 80.